Bonjour, on va commencer aujourd'hui avec le tissu sanguin. C'est le dernier tissu conjonctif spécialisé. On va voir en détail ses caractéristiques, ses fonctions et sa composition. Tout d'abord, le sang est un tissu conjonctif spécialisé, dérive de la couche embryonnaire moyenne. Il est contenu dans un réseau de vaisseaux, c'est-à-dire il est à l'intérieur des vaisseaux sanguins ou bien à l'intérieur du système circulatoire sous forme liquide. En dehors de ce système ou en dehors des vaisseaux, le sang coagule. Comme les autres tissus, il est composé de deux parties. La matrice, qui est dans ce cas le plasma sanguin, une matrice extracellulaire liquide, et les cellules qui sont les globules blancs et les globules rouges. On ajoute un troisième élément dans le sang, les plaquettes. En effet, les plaquettes ne sont pas des cellules, ce sont des éléments présents dans le sang. On verra ça plus tard. Dans ce chapitre, on va parler donc en détail du plasma sanguin, des cellules sanguines et des plaquettes. Tout d'abord, les rôles du sang. Le tissu sanguin, vu qu'il est présent dans tout le corps, donc il assure plusieurs fonctions essentielles. Tout d'abord, il assure la constance du milieu intérieur. Il maintient l'équilibre à l'intérieur de notre organisme, l'équilibre, la balance acide-base, c'est-à-dire l'équilibre du pH, maintient le pH de notre organisme, maintient encore l'équilibre, la balance hydrique, c'est-à-dire la concentration de l'eau dans notre organisme, régule la température corporelle. Le sang intervient ou bien participe parfois à l'augmentation ou bien à la diminution de la température selon l'état de notre organisme. Encore, il assure le transport de l'oxygène et des nutriments dans tout l'organisme vers tous les tissus. Dans le sens inverse, il évacue le CO2 et les déchets. Encore, il véhicule ou bien on dit il transporte les hormones à partir des glandes endocrines vers les organes ou bien vers les cellules cibles. On ajoute le sang, il permet aux moyens de défense, c'est-à-dire au système immunitaire de l'organisme, de gagner très rapidement le lieu où ils sont nécessaires. On parle ici des globules blancs par exemple. Le sang véhicule encore le sang, transporte les globules blancs et permet facilement le déplacement de ces globules blancs pour lutter contre n'importe quel agent étranger. En cas de blessure, le sang assure la coagulation du sang. Le but de la coagulation, comme vous savez, bloque le saignement ou bien arrête le saignement. On dit ici hémorragie. Chez l'être humain adulte, le sang représente 8% du poids de notre corps. Il est environ 5 à 6 litres. On voit ici un schéma ou un dessin qui illustre le tissu sanguin. On voit ici c'est le vaisseau sanguin à l'intérieur, le tissu sanguin. En jaune, c'est le plasma sanguin et les cellules à l'intérieur. On voit ici en rouge les globules rouges. En bleu, bon, ce sont des couleurs ici, les couleurs sont artificielles juste pour différencier ou bien pour distinguer les cellules. En bleu, on voit les globules blancs comme vous voyez, différentes formes, c'est-à-dire différents types de globules blancs. On voit ici les structures en jaune ici, ce sont les plaquettes. Donc, on va voir en détail tous ces éléments. On commence avec le plasma sanguin. Comme j'ai dit, le plasma sanguin, c'est la matrice extracellulaire liquide. Tout d'abord, il faut maintenant savoir que dans le plasma, il n'y a pas de protéines fibreuses. Donc, il n'y a pas de collagène ni de réticuline. Le plasma constitue 55% du volume sanguin. Il est composé principalement de l'eau, plus des protéines plasmatiques, bien sûr, ce sont des protéines
non fibreuses, comme j'ai dit, et sont solubles dans le plasma. Il y a trois exemples, albumine, globuline et fibrinogène. Ces protéines assurent ou bien confèrent au sang sa viscosité. Donc, le sang a une viscosité qui est due à la présence de ces protéines. Les protéines plasmatiques permettent aussi le maintien d'un équilibre osmotique. Équilibre osmotique, c'est-à-dire maintient un équilibre de l'eau, maintient une concentration équilibre de l'eau à l'intérieur du sang et à l'extérieur du sang, dans tous les tissus de l'organisme. Encore maintient un équilibre ou bien maintient un pH légèrement alcalin. Le pH du sang toujours entre 7,35 et 7,45 et ce pH doit rester toujours dans cet intervalle. Dans le sang, on trouve encore autres solutés, bien sûr. On trouve des lipides, on trouve des glucides et on trouve des minéraux et des électrolytes. Les éléments figurés du sang. Éléments figurés représentent 45% du volume. Éléments figurés, c'est-à-dire les cellules, les globules blancs, les globules rouges, plus les plaquettes. Ces trois groupes, ce sont les éléments figurés. On dit ici sont soit de véritables cellules, soit des fragments cellulaires, ou bien soit des cellules dépourvues du noyau et organique. Donc, en résumé, soit des cellules, les leucocytes, les globules blancs, les globules rouges, ou bien des fragments cellulaires qui sont les plaquettes. On commence. Tout d'abord, avant de parler des cellules, à l'état normal, les globules rouges et les plaquettes ne quittent jamais la circulation sanguine et exercent leurs fonctions physiologiques à l'intérieur des vaisseaux. Par contre, les globules blancs sont les seuls éléments figurés qui peuvent franchir la paroi capillaire, c'est-à-dire qui peuvent traverser la paroi capillaire, c'est-à-dire passer entre les cellules endothéliales, Et ce déplacement, la sortie des leucocytes, on dit les leucocytes peuvent sortir par mouvement qui s'appelle diapédèse. Les leucocytes quittent la circulation sanguine pour passer dans les tissus voisins où ils exercent leurs fonctions. On verra ça plus tard dans ce chapitre. Donc, nous avons dit que dans l'organisme, ou bien dans le sang, nous avons les globules rouges, globules blancs et les plaquettes. Avant de parler en détail de ces trois éléments, on va maintenant voir l'origine de ces éléments figurés. Les cellules sanguines sont détruites, c'est-à-dire sont éliminées de façon continue, car leur durée de vie est courte et limitée. Les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours, les globules blancs ont une durée de vie de quelques jours. Donc, les deux groupes des cellules sanguines n'ont pas la même durée de vie. Mais quand même, à la fin de leur vie, les cellules sont éliminées dans les organes, au niveau des organes lymphoïdes, par les macrophages dans certains organes lymphoïdes. On verra ça plus tard. Mais à chaque fois qu'on élimine des cellules sanguines, il faut les remplacer, c'est-à-dire il faut synthétiser, il faut obtenir des nouvelles cellules. Le processus de formation de nouvelles cellules sanguines s'appelle hématopoïèse. Donc l'hématopoïèse est le processus de formation continue, c'est-à-dire à chaque instant dans notre organisme, il y a des nouvelles cellules sanguines qui se forment et des nouvelles cellules sanguines qui sont détruites au niveau du foie et rate. L'hématopoïèse s'effectue chez l'adulte. On précise ici chez l'adulte car chez les enfants et chez l'adolescent,
l'hématopoïèse s'effectue dans plusieurs endroits dans l'organisme. Mais chez l'adulte, l'hématopoïèse s'effectue dans la moelle osseuse rouge hématopoïétique à partir de cellules souches multipotentes. Comme vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, dans le tissu osseux, nous avons dit que dans le tissu osseux spongieux, nous avons un tissu qui s'appelle le tissu hématopoïétique, c'est la moelle osseuse rouge, qui contient une cellule souche qui s'appelle cellule souche multipotente. Cette cellule est responsable de la formation de toutes les cellules sanguines. La cellule souche multipotente nous donne les globules rouges, tous les globules blancs, encore nous donne les plaquettes sanguines. Tout d'abord, les caractéristiques de la cellule souche multipotente. Donc la CSM ou bien cellule souche multipotente, encore s'appelle hémocytoblastes. Ce sont des cellules indifférenciées, c'est-à-dire des cellules souches, méthodiquement actives, c'est-à-dire se multiplient activement. Elles sont de petite taille, taille environ 20 micromètres. La taille n'est pas demandée, juste pour avoir combien c'est la taille. Un noyau, un cytoplasme basophile réduit, donc possède quand on dit un cytoplasme réduit, c'est-à-dire le noyau est de grande taille. Toujours les cellules souches sont basophiles. Elles peuvent la cellule souche multipotente peut soit s'auto-renouveler, c'est-à-dire juste tout simplement se multiplier pour donner des nouvelles cellules souches, ou bien se différencier, c'est-à-dire donne une cellule mature. Mais la différenciation ne se fait pas en une seule étape. Elle se fait en plusieurs étapes. Maintenant, on va parler de la première étape de la différenciation. Toujours, la différenciation est irréversible. Donc, à chaque fois que la cellule fait un pas vers l'avant, on ne peut pas revenir. Donc, tout d'abord, on va voir que la cellule souche multipotente, comme j'ai dit, soit s'auto-renouveler, c'est-à-dire se multiplier, soit se différencier. On va voir la première étape de la différenciation. La cellule souche multipotente lors de l'hématopoïèse peut donner une de ces deux cellules souches. Donc la première étape de la différenciation, cellule souche multipotente, peut donner soit la cellule souche lymphoïde, soit la cellule souche myéloïde. Quelle est la différence entre les deux? La cellule souche lymphoïde, elle est responsable ou bien elle peut donner ultérieurement les lymphocytes, lymphocyte T, lymphocyte B et les lymphocytes NK. Par contre, la cellule souche myéloïde, elle donne tout le reste des éléments figurés du sang, c'est-à-dire elle donne les globules rouges, les plaquettes et le reste des globules blancs. On voit ici le schéma de la différenciation ou bien de l'hématopoïèse. Ici, la cellule souche multipotente, encore on peut l'appeler pluripotente ou bien, comme nous avons dit, hémocytoblaste. Cette cellule peut ou bien s'auto-renouveler, c'est-à-dire se multiplier tout simplement, ou bien se différencier pour donner soit cellule souche lymphoïde, soit cellule souche myéloïde. Ensuite, la cellule souche lymphoïde peut nous donner soit lymphocyte B, lymphocyte T ou bien lymphocyte NK. La cellule souche myéloïde, comme vous voyez ici, peut nous donner les globules rouges, les plaquettes, les granulocytes qui sont neutrophiles, basophiles, acidophiles et encore les monocytes. On commence par la formation des globules rouges. Le processus de la formation des globules rouges s'appelle érythropoïèse. C'est l'ensemble des processus de différenciation.
de prolifération et de maturation qui conduisent une cellule souche pluripotente à devenir un globule rouge. On va voir le schéma ici. Comme vous voyez ici, c'est la cellule souche. Bon, c'est la cellule souche ici. C'est une cellule qui s'appelle proérythroblast. Les étapes ne sont pas demandées. Les noms des cellules souches encore ne sont pas demandés. Juste, il faut qu'on sache comment se fait l'érythropoïèse. Donc, la cellule souche multipotente, après plusieurs étapes de différenciation, donne proérythroblast. Proérythroblast, c'est une cellule encore souche, cytoplasme basophile, comme vous voyez, noyau volumineux. Finalement, après 5 à 7 jours, donc l'érythropoïèse dure entre 5 et 7 jours. Donc, mais comment commence l'érythropoïèse? L'érythropoïèse, le processus de l'érythropoïèse est stimulé par une hormone qui s'appelle érythropoïétine. Donc, l'hormone érythropoïétine stimule la cellule souche myéloïde qui, à son tour, se différencie pour finalement nous donner érythrocytes. Et l'érythropoïétine est sécrétée par les glandes surrénales. Comme vous voyez ici, lors de l'érythropoïèse qui dure 5 à 7 jours, la taille de la cellule diminue, même la forme de la cellule diminue. Encore, le contenu du cytoplasme varie. Le noyau et les organites sont expulsés. C'est-à-dire la cellule se débarrasse du noyau et de ses organites avant l'étape ou le stade réticulocyte. Donc, durant l'érythropoïèse, dans la moelle osseuse rouge, il faut savoir que l'érythropoïèse, bien sûr, se déroule dans la moelle osseuse rouge en plusieurs étapes. Et une fois la cellule élimine le noyau et les organites, elle donne le stade réticulocyte. Réticulocyte passe dans la circulation sanguine. Réticulocyte, c'est une cellule qui est anucléée, c'est-à-dire sans noyau, sans organite, mais quand même, dans le cytoplasme, il reste quelques organites. Le réticulocyte circule pendant 24 à 48 heures dans le sang, se débarrasse de tout le reste des organites et finalement se transforme en érythrocyte. L'érythrocyte, c'est la cellule, c'est le globule rouge mature qui reste dans la circulation sanguine 120 jours. Il faut savoir encore que le réticulocyte, c'est une cellule mobile. Par contre, l'érythrocyte est immobile. Encore, le cytoplasme de réticulocyte ou bien de l'érythrocyte est acidophile car le cytoplasme est rempli par la protéine qui s'appelle hémoglobine. Voyez la différence entre les premières étapes de l'érythropoïèse et les dernières étapes. Quand au début, le cytoplasme était basophile, mais à la fin, le cytoplasme est devenu acidophile à cause de l'hémoglobine. Ici, les étapes ne sont pas demandées, juste comme j'ai dit avant, l'érythropoïèse dure 5 à 7 jours, etc. Juste les détails que j'ai indiqués dans la diapositive précédente. Il faut noter que les globules rouges sont mitotiquement inactifs, bien sûr, ne se multiplient pas, ne possèdent ni noyau, ne possèdent rien dans le cytoplasme pour se multiplier. Maintenant, les globules rouges. On va voir les caractéristiques des globules rouges. Ça s'appelle encore hématie. Globules rouges ou bien hématie. Ou bien érythrocytes. Sont les éléments figurés les plus abondants dans le sang. Donc, ce sont les éléments sanguins les plus abondants. Ce sont des cellules hautement différenciées en forme de disque biconcave, aplati au centre, particulièrement déformables et d'un diamètre de 6 à 8 micromètres. Donc,
Diamètre 6 à 8 micromètres. En général, on dit que le diamètre est aux alentours de 7,5 micromètres. Disque biconcave, le point, elles sont encore les globules rouges, ils sont anucléés et ne possèdent pas d'organites cytoplasmiques. Comme j'ai dit, les noyaux et les organites ont été expulsés dans la moelle osseuse rouge durant l'érythropoïèse, avant le stade ou durant le stade réticulocyte. Cette réticulocyte, elle a été expulsée à l'extérieur de la moelle osseuse rouge vers la circulation sanguine. Les globules rouges ne se multiplient pas et n'effectuent aucune activité métabolique importante. Aucune activité métabolique importante. Cela veut dire que ces cellules peuvent effectuer des activités métaboliques simples. Seulement les activités métaboliques simples. On verra que ces cellules peuvent effectuer la glycolyse seulement. Peuvent effectuer la glycolyse pour obtenir de l'ATP et quelques réactions chimiques simples dans le cytoplasme, mais ne font pas les grandes réactions ou bien des réactions importantes. Le cytoplasme des globules rouges est constitué surtout de l'hémoglobine. C'est la protéine principale dans cette cellule. Et l'hémoglobine responsable de la couleur rouge du cytoplasme, encore cette protéine, elle est responsable de l'acidophilie du cytoplasme des globules rouges. Encore de l'eau contient également un cytosquelette. Le cytosquelette est important dans cette cellule. Le cytosquelette est responsable de la forme particulière, de la forme d'un disque biconcave. Cette cellule encore responsable de l'élasticité ou bien la déformabilité de cette cellule. Encore de l'ADP, bien sûr des enzymes, des ions, du glucose. Ici on dit glycolyse anaérobie. Glycolyse anaérobie juste pour dire que cette cellule, vu qu'elle ne possède pas des organites, donc ne possède pas une mitochondrie, donc il n'y a pas de respiration cellulaire, il n'y a pas de cycle de Krebs, système de transport des électrons. Cette cellule, le cytosquelette est étroitement lié à la membrane plasmique qui lui donne la forme particulière. Encore un cytosquelette responsable de la déformabilité de cette cellule. Et comme j'ai dit avant, seulement cette cellule effectue la glycolyse anaérobie, c'est-à-dire seulement fait la glycolyse, ne continue pas, il n'y a pas de cycle de Krebs, etc. parce que la cellule ne contient pas. Leur durée de vie est de entre 100 et 120 jours. À la fin de leur vie, ils sont éliminés par hémolyse, par dégradation, par l'intermédiaire des macrophages dans le foie et dans la rate. Maintenant, la thrombopoïèse, qui est le processus de la formation des plaquettes sanguines. Ce processus est régulé par par une hormone, un facteur stimulant ou bien on l'appelle un facteur de croissance. C'est une hormone qui est la thrombopoïétine. Chez l'adulte, cette hormone est sécrétée par les glandes surrénales. On voit ici, à partir de la différenciation, comme nous avons dit avant, à partir de la cellule souche myéloïde, en plusieurs étapes, on obtient à la fin les plaquettes sanguines. Mais ici, la différence que au cours de la thrombopoïèse, la taille de la cellule souche ou bien la taille augmente, à l'inverse de l'érythropoïèse. Encore, quand vous voyez le noyau, la taille du noyau augmente, il n'y a pas d'expulsion des organites. La taille du noyau augmente car l'ADN se réplique, mais il n'y a pas de séparation, donc forme ce qu'on appelle un syncytium, un noyau de grande taille. Et à la fin, on obtient ce qu'on appelle mégakaryocytes thrombocytogènes. Tout ça se fait dans la moelle osseuse rouge. Mégakaryocytes thrombocytogènes, c'est une cellule géante possédant des prolongements
plusieurs prolongements cytoplasmiques dans la moelle osseuse rouge et ces prolongements qui passent dans la circulation sanguine. Ensuite, chaque prolongement se fragmente pour donner 1000 à 1500 plaquettes sanguines. Donc les plaquettes, ce sont des fragments cellulaires qui dérivent du mégakaryocyte thrombocytogène. Ensuite, après fragmentation des prolongements cytoplasmiques, le reste de la cellule dans la moelle osseuse rouge se dégrade et sera éliminé et des nouvelles cellules se forment. Les étapes ici ne sont pas demandées, juste il faut savoir que la thrombopoïèse, c'est le processus de la formation des thrombocytes. Et le mégakaryocyte thrombocytogène, c'est la cellule de grande taille qui est responsable de l'élaboration des plaquettes sanguines. Comme je dis, c'est une grosse cellule ayant un noyau monstrueux, c'est-à-dire de très grande taille, possède dans leur membrane cytoplasmique des territoires qui s'appellent territoires pro-plaquettes, 5 à 8 territoires. Ce sont des prolongements des invaginations de la membrane plasmique qui vont dans la circulation sanguine. Chacun de ces territoires est fragmenté pour donner entre 1000 et 1500 plaquettes. Les plaquettes sont des fragments cellulaires anucléés entourés d'une membrane plasmique. Donc les plaquettes possèdent une membrane plasmique, bien sûr. Il vient de la membrane cytoplasmique de la cellule géante. Bien sûr, ne possèdent pas de noyau, donc ne sont pas des cellules. Les plaquettes, ce sont des fragments cellulaires. Elles sont le plus souvent regroupées en groupes. Leur diamètre varie de 2 à 4 micromètres, sont plus petites que les globules rouges. Leur forme varie selon leur degré d'activité. La forme varie à cause de leur cytosquelette. Le cytoplasme des plaquettes est constitué par deux régions. On divise le cytoplasme des plaquettes en deux régions. Le hyalomère qui est périphérique, il est inactif, transparent et hyalin. On va voir qu'il contient le cytosquelette. Et la partie centrale qui est le granulomère. Granulomère, il est granulé. Il contient des lysosomes central et basophile. Dans cette région centrale, on trouve les enzymes de cet élément, des plaquettes, de ces plaquettes. Le granulomère contient des lysosomes, des peroxysomes, ce sont des vésicules qui contiennent des enzymes et des substances essentielles à l'activité des plaquettes, alors que l'hyalomère contient un cytosquelette riche en protéines contractiles. Et c'est l'hyalomère qui est responsable de la mobilité des plaquettes et de la variation de sa forme. Un système encore contient les plaquettes sanguines contient un système enzymatique pour le métabolisme aérobie et anaérobie. Donc, les plaquettes possèdent encore des organites, possèdent des mitochondries et glycogène. Et glycogène, c'est un polysaccharide source de glucose. Mitochondrie, c'est l'endroit où se fait la synthèse de l'ATP, se fait le cycle de Krebs et se trouve le système de transport des électrons. Je pense que vous avez déjà vu ça en cytologie. Donc, une différence importante entre plaquettes et globules rouges, les plaquettes peuvent effectuer respiration aérobie ou bien anaérobie. Par contre, globules rouges seulement glycolyse, c'est-à-dire première étape et c'est tout. Les plaquettes, leur durée de vie est 8 à 12 jours. Ensuite, sont éliminées pareil comme les globules rouges par les macrophages du foie et rate. On voit ici le processus de l'hémostase. Comme j'ai dit, les plaquettes sont responsables de l'hémostase, c'est-à-dire arrêtent l'hémorragie. En cas de blessure, les plaquettes sont activées et se déplacent vers le site de blessure et sécrètent une enzyme ou bien une protéine qui assure la transformation de la protéine fibrinogène en fibrine. Une fois le fibrinogène est transformé en fibrine, comme vous voyez ici le filet rouge de la fibrine, protéine ici forme fibrine, cela va bloquer la
blessure et arrête le saignement en formant ce qu'on appelle ici un caillot. Maintenant, troisième processus d'hématopoïèse s'appelle la granulopoïèse. Ici, on va pas voir, les détails ne sont pas demandés, juste granulopoïèse, c'est le processus de la formation des globules blancs granuleux, les granulocytes. C'est le processus de la formation des granulocytes. Encore, granulopoïèse s'effectue dans la moelle osseuse rouge et donne tout ça. Et encore la monopoïèse, c'est le processus de la formation des monocytes. Encore s'effectue dans la moelle osseuse rouge. Lymphopoïèse, c'est le processus de formation des lymphocytes. Encore s'effectue dans la moelle osseuse rouge. Mais on verra plus tard que lymphopoïèse, la dernière étape, bon, après la maturation de lymphocytes T s'effectue dans le thymus. La maturation de lymphocytes T s'effectue dans le thymus. On verra ça plus tard. Maintenant, on va parler de globules blancs. Les globules blancs, ce sont des cellules qui possèdent un noyau et des organites. Pourquoi on dit ça? Car les globules rouges, ce sont des cellules mais ne possèdent ni un noyau ni des organites. Par contre, les globules blancs ne contiennent pas de l'hémoglobine. Par contre, leur membrane plasmique renferme des protéines qui s'appellent l'antigène d'histocompatibilité ou bien les antigènes CMH ou bien antigène HLA. Bien sûr, vous savez que ces protéines de la membrane des globules blancs servent de base pour identifier un tissu. C'est essentiel, c'est important de connaître ces protéines, d'identifier ces protéines pour les opérations, pour les transplantations, les opérations de transplantation. Les globules blancs participent aux réactions immunitaires et inflammatoires. Donc, dans notre organisme, les globules blancs, ce sont les cellules ou bien les éléments essentiels et les éléments de notre système immunitaire. Encore interviennent dans des réactions immunes pathologiques. Dans certains cas, réactions immunes pathologiques, on peut mettre entre parenthèses maladie auto-immune. C'est-à-dire quand le système immunitaire, quand il y a une maladie quelconque et le système immunitaire n'arrive pas à distinguer entre le soi et le non-soi, commence à attaquer les cellules ou bien l'organisme humain. Les globules blancs ou bien les leucocytes ou bien les cellules de défense sont véhiculés, sont transportés par le sang et peuvent le quitter par diapédèse entre, nous avons dit ça avant, peuvent traverser la paroi des capillaires vers les tissus conjonctifs ou bien vers les autres tissus. La durée de vie des leucocytes est de quelques jours. Bon, ici, bien sûr, sauf les lymphocytes mémoire, qui peuvent rester pendant plusieurs années. Mais on verra plus tard que chaque groupe de lymphocytes a une durée de vie un peu différente des autres. Mais on dit qu'en général, en gros, tous les leucocytes ont une durée de vie de quelques jours. Elle est moins de 2 semaines, toujours. Sauf, comme j'ai dit, les lymphocytes mémoire. Les leucocytes sont groupés en deux catégories principales selon l'observation ou pas de granulation spécifique par microscope optique. MO, c'était le microscope optique. On distingue les granulocytes, c'est-à-dire sous le microscope optique, ce groupe de cellules dont leur cytoplasme possède des granulations. Par contre, le deuxième groupe, les agranulocytes, sous le microscope optique, leur cytoplasme ne montre pas des granulations. Bien sûr, en microscope électronique, les deux groupes possèdent des granulations sous le microscope électronique, mais en microscope optique, seulement les granulocytes, on peut distinguer leurs granulations.
Les granulocytes se caractérisent par un seul noyau, mais ce noyau présente plusieurs lobes. Et ces lobes sont reliés ensemble par des fines filaments de chromatine. Et les lobes ou bien le noyau ayant des formes différentes et dans leur cytoplasme possèdent des granulations. D'après l'affinité tinctoriale, c'est-à-dire selon leur affinité soit pour un colorant acide, soit pour un colorant basique, on classifie ces granulocytes. On distingue les granulocytes neutrophiles, les granulocytes éosinophiles ou bien acidophiles et les granulocytes basophiles. On commence avec les granulocytes neutrophiles. Ce sont les granulocytes les plus nombreux. Ce sont les plus nombreux des leucocytes du sang humain. Ce sont les globules blancs les plus abondants. Leur taille, 9 à 12 micromètres de diamètre, forme sphérique. Mais la taille, juste il faut savoir faire une comparaison avec les autres cellules. مش مطلوب يعني نعرف 9 ou 10 ou 12 micromètres. Le noyau est multilobé ou bien polylobé. Le nombre de lobes varie entre 3 et 5. Leur cytoplasme contient les organites cellulaires, mais leurs organites sont peu abondants, mais tous les organites sont présents. Et dans le cytoplasme, il y a deux sortes de granulations. Les granulations non spécifiques azurophiles, qui apparaissent en premier temps. Ensuite, les granulations spécifiques secondaires, qui sont neutrophiles. Azurophiles qui ont une affinité pour le colorant acide, le colorant azur. Les granulations spécifiques secondaires qui se forment après les granulations azurophiles sont neutrophiles, c'est-à-dire leur affinité est neutre pour les colorants. On commence par les granulations non spécifiques azurophiles. Ce sont les granulations les moins nombreuses et les plus volumineuses. Donc leur taille est plus grande, mais leur nombre est moins. Elles sont considérées comme des lysosomes. Exemple, les lysosomes. Deuxièmement, les granulations spécifiques secondaires ou bien les neutrophiles. Ce sont les plus nombreuses, mais les moins volumineuses. Ces granulations sont dépourvues d'enzymes lysosomiales et des peroxydases. Donc, les enzymes présentes dans ces granulations ne sont pas les mêmes que chez les granulations azurophiles. Mais elles contiennent principalement du lysozyme. Lysozyme, c'est une enzyme, plus collagénase, c'est une autre enzyme. Donc, plus il y a autre enzyme que lysozyme et collagénase. Juste l'idée ici pour dire que le contenu de ces granulations n'est pas le même que les granulations non spécifiques. Maintenant, les granulocytes neutrophiles sont impliqués principalement dans les processus de défense non spécifiques. Donc ici, il n'y a pas l'intervention des antigènes. Notamment la lutte contre les bactéries, la lutte antibactérienne par la phagocytose. Ce sont des cellules phagocytaires. Leur durée de vie est de 24 heures dans le sang circulant. C'est juste pour dire que après 24 heures passe dans les tissus conjonctifs ou reste là-bas pendant plusieurs jours. Donc pour la durée de vie, tous les globules blancs, on dit que pour tous les globules blancs, la durée de vie est de quelques jours et ne dépasse pas les 2 semaines. Bien sûr, sauf pour les cellules mémoire. Maintenant, la deuxième catégorie des granulocytes, les granulocytes éosinophiles, s'appellent encore granulocytes acidophiles. Ils sont légèrement plus grands que les neutrophiles, comme vous voyez, diamètre 10 à 14 micromètres de diamètre. Noyau fait de 2 lobes. Cytoplasme contient les organites habituels de la cellule. Dans le cytoplasme, on trouve un petit nombre encore des granulations azurophiles, c'est-à-dire les granulations
exemple lysosomes. Mais surtout, on trouve de nombreuses et volumineuses granulations spécifiques acidophiles, arrondies et de nature encore lysosomiale. C'est-à-dire le contenu dans les deux est similaire. Les acidophiles interviennent principalement dans les réactions de défense contre les parasites, ont également des propriétés de bactéricidés, c'est-à-dire peuvent tuer les bactéries, et de phagocytose, mais à des degrés moindres que les neutrophiles. فإذن الرول تبعهم بيكونوا بالphagocytose ou bien l'importance بتكون moins que celle des granulocytes neutrophiles. Participe également aux réactions d'hypersensibilité, réactions allergiques immédiates et retardées, joue un rôle dans l'hypersensibilité, donc en neutralisant l'histamine. Donc, les granulocytes éosinophiles encore participent à la neutralisation de l'histamine, comme en libérant l'histaminase. Leur durée de vie est de 4 à 5 heures dans la circulation sanguine, ensuite passe dans les tissus conjonctifs où ils restent 8 à 12 jours. Donc, je répète, on dit que la durée de vie des globules blancs est de quelques jours, mais ne dépasse pas les 2 semaines. Finalement, les granulocytes basophiles. Ce sont les moins abondants des granulocytes, sont très difficiles à trouver. Moins de 1% des globules forment ou constituent moins de 1% des globules blancs. Leur diamètre est compris entre 8 et 10 micromètres. Noyau peu ou pas lobé, en général 2 lobes. Il est irrégulier et peut prendre un aspect en trèfle. Bien sûr, le cytoplasme, comme les autres granulocytes, contient les organites habituels de la cellule. Maintenant, quel est le rôle ou bien la fonction de ces granulocytes? Possèdent dans leur cytoplasme de grosses granulations basophiles, moins nombreuses que celles des neutrophiles et des éosinophiles, c'est-à-dire le nombre des granulations en général est moins important que chez les autres granulocytes, mais ici la taille des granulocytes est importante. Ces granulations ne sont pas considérées comme des lysosomes, donc il n'y a pas des enzymes de digestion ou bien des enzymes ou bien des substances toxiques pour tuer les agents pathogènes. Mais non, ici il y a à l'intérieur des granulations, il y a de l'héparine et l'histamine. L'histamine, c'est un agent vasodilatant, c'est-à-dire qui assure une vasodilatation, et l'héparine, c'est un agent anticoagulant. La membrane plasmique des basophiles possède des récepteurs pour l'anticorps IgE, d'où leur rôle dans les réactions allergiques. Encore la durée de vie est de quelques jours. Maintenant, les agranulocytes, c'est-à-dire les lymphocytes, on les appelle encore les lymphocytes hyalins, ou bien les globules blancs hyalins, se caractérisent par un noyau régulier et un cytoplasme qui ne présente pas de granulation. Il faut faire attention, pas de granulation en microscopie optique seulement, mais en microscopie électronique, bien sûr, on trouve des granulations chez ces granulocytes, chez ces globules blancs. Les lymphocytes et les monocytes, ce sont les deux agranulocytes, ou bien les globules blancs hyalins. Ou bien oui, on peut dire, mais tout simplement on dit les leucocytes hyalins. On commence avec les lymphocytes. Ici, il y a deux images pour les lymphocytes. Ici, au microscope électronique, on voit facilement les granulations. Ici, au microscope optique, on voit un cytoplasme. On observe un cytoplasme homogène. Donc, on ne peut pas détecter les granulations au microscope optique. Comme vous voyez ici le noyau, dans les deux images, on voit un noyau, on observe un noyau de grande taille qui occupe la majorité du cytoplasme, de la cellule. Et le reste du cytoplasme, c'est à la périphérie, forme une couronne où se trouvent les organites. Au microscope optique, les lymphocytes se répartissent dans les organes lymphoïdes comme thymus, les ganglions lymphatiques,
RAT par exemple. Dans les tissus conjonctifs lâches, là-bas on trouve les lymphocytes dans les tissus conjonctifs lâches. Encore dans les épithéliums de revêtement, souvent on trouve des lymphocytes dans les tissus épithéliaux. Dans le premier chapitre, nous avons dit qu'on peut trouver parfois quelques cellules non épithéliales. Exemple, les lymphocytes. Ce sont encore les seules cellules de la lymphe. Dans la circulation lymphatique, les lymphocytes, ce sont les seules cellules présentes. L'aspect morphologique, maintenant, leur forme régulière ont une forme sphérique. Leur taille, le plus souvent petite, varie entre 7 et 15 micromètres, ou bien entre 8 et 15 micromètres. Leur noyau est sphérique, foncé. Ici, bien sûr, en microscopie optique, on voit après utilisation d'un colorant, on trouve le noyau sphérique foncé, sans nucléole visible. Il faut faire attention. Un nucléole موجود بس en microscopie optique, on ne peut pas détecter un nucléole. Le noyau occupe la presque totalité de la cellule. Leur cytoplasme légèrement basophile réduit à une mince couronne autour du noyau. Les lymphocytes contiennent les organites habituels de la cellule, mais en quantité restreinte et quelques granulations azurophiles. C'est les lymphocytes. Maintenant, nous avons trois types de lymphocytes. Les lymphocytes T, les lymphocytes NK et les lymphocytes B. On va voir en détail chacune de ces cellules. Tout d'abord, les lymphocytes T. Ce sont les lymphocytes les plus abondants. Ils sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire. Leur maturation s'effectue dans le thymus. Le thymus est un organe lymphatique qui se trouve dans la cage thoracique. Les lymphocytes T se caractérisent par la présence dans leur membrane plasmique d'une protéine servant le récepteur T. On distingue, on a ceux qui nous intéressent, les lymphocytes T CD4+, et les lymphocytes T CD8. Les lymphocytes T CD4 s'appellent encore les lymphocytes auxiliaires ou T4, c'est-à-dire ces lymphocytes régule ou bien stimule la maturation ou la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, encore active ou stimule la différenciation des lymphocytes T CD8, cytotoxiques. Donc les CD4+ sont très importants pour le système immunitaire, pour activer la différenciation des lymphocytes B et pour activer la différenciation des lymphocytes T CD8. Maintenant, les lymphocytes NK. Ce sont des cellules tueuses, comme les cytotoxiques, mais la seule différence que les lymphocytes NK n'ont pas besoin des lymphocytes TCD4 pour l'activation, peuvent s'activer seuls. Ce sont des cellules non T, non B, identifiées par des marqueurs spécifiques qui s'appellent NK. Ils ont souvent l'aspect des lymphocytes granuleux contenant des granulations azurophiles comme les autres lymphocytes. Et encore, comme j'ai dit, ce sont des cellules tueuses, cytotoxiques, mais la différence avec les CD8, que ces cellules NK n'ont pas besoin des CD4 pour s'activer. Maintenant, les lymphocytes B. Leur maturation se fait dans la moelle osseuse rouge, caractérisée par un récepteur B, responsable de l'immunité à médiation humorale, c'est-à-dire on verra que les lymphocytes B, une fois se transforment en plasmocytes, ils synthétisent les anticorps qui sont des protéines. Dans les organes ici, mais dans les organes lymphoïdes, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes qui synthétisent les anticorps. Et ce sont les lymphocytes T4 qui stimulent la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Maintenant, on va voir les monocytes. Encore, ce sont des cellules sanguines.
les monocytes sont des leucocytes hyalins, c'est-à-dire en microscope optique, leur cytoplasme est hyalin, ne possède pas ou bien on ne détecte pas les granulations sous le microscope optique. Ce sont les principaux phagocytes professionnels, les monocytes. Les monocytes, dans le sang, ils représentent les plus grands des leucocytes normaux, c'est-à-dire parmi les lymphocytes et les granulocytes, les monocytes sont les plus grands. Leur forme est arrondie, leur noyau est volumineux, central ou périphérique. Il est souvent réniforme, c'est-à-dire en forme de rein. Le cytoplasme est caractérisé par la présence de quelques granulations azurophiles, lysosomes. En microscope électronique maintenant, c'est-à-dire à très fort grossissement, les organites cytoplasmiques apparaissent peu développés. La durée de vie des monocytes dans le sang est très courte, 24 heures. Après 24 heures, les monocytes passent vers les autres tissus et là-bas, les monocytes se différencient en macrophages. Et les macrophages, comme vous savez, ce sont des cellules phagocytaires très importantes pour le système immunitaire dans la défense non spécifique, ou bien dans plusieurs voies de défense. Maintenant, on va voir les trois dernières globules blancs. Mais ces trois cellules, on dit que ce sont des cellules non circulantes. C'est-à-dire, ces trois cellules, on ne les trouve pas dans la circulation sanguine. Ce sont des cellules d'origine hématopoïétique, mais se trouvent dans les tissus, ne se trouvent pas dans le sang. On va voir les mastocytes, les plasmocytes et les macrophages. Donc, ce sont des cellules non circulantes, ne se trouvent pas dans le sang. On voit ici, nous avons déjà parlé des plasmocytes et macrophages. Les plasmocytes se différencient à partir des lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B circulent dans le sang et une fois les lymphocytes B atteignent les organes lymphoïdes là-bas se différencient en plasmocytes où ils sécrètent ou synthétisent et élaborent les anticorps. Le macrophage encore se différencie à partir de monocytes. Cette différenciation s'effectue dans plusieurs endroits dans plusieurs tissus dans l'organisme, mais jamais on ne trouve les macrophages. On retrouve les macrophages dans la circulation sanguine. Finalement, les mastocytes encore se trouvent dans plusieurs tissus dans notre organisme, mais jamais on ne trouve des mastocytes matures dans la circulation sanguine. On trouve les précurseurs des mastocytes. Maintenant, les mastocytes. Physiologiquement, les mastocytes ressemblent aux granulocytes basophiles, ont la même composition et la même fonction. Encore ont la même origine, la même cellule souche, dérive de la même cellule souche. Les mastocytes et les granulocytes basophiles dérivent de la même cellule souche, présentes dans presque tous les tissus conjonctifs, surtout au niveau de la peau, c'est-à-dire au niveau du derme, dans la voie respiratoire et dans la voie digestive. C'est-à-dire toujours se trouve sous les tissus épithéliaux, distribués au voisinage des vaisseaux sanguins et des nerfs. Ce sont des cellules mobiles, arrondies ou ovales, taille 12 à 20 micromètres, à contour irrégulier, noyau petit. Bon, ce sont des caractéristiques morphologiques. Dans la fonction, les mastocytes sont facilement reconnaissables d'après leur contenu cytoplasmique en granulation basophile, héparine et histamine. J'ai dit avant que l'héparine c'est un agent anticoagulant, l'histamine c'est un agent vasodilatant. Les fonctions des mastocytes ainsi que les caractéristiques de leur membrane plasmique et de leur granulation sont semblables à celles des basophiles. Pareil, exactement même fonction et même composition que les granulations basophiles. Comme vous voyez, récepteurs pour l'anticorps IgE
et encore interviennent dans les réactions d'hypersensibilité ou bien réactions allergiques. Maintenant, les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules qui dérivent des lymphocytes B. Se différencient à partir des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes et hématopoïétiques et parfois dans les tissus conjonctifs lâches. Donc les lymphocytes B passent dans les tissus conjonctifs lâches, tissus hématopoïétiques ou bien organes lymphoïdes et là-bas se différencient en plasmocytes et synthétisent les anticorps. Leurs caractéristiques les rendent très faciles à reconnaître. Quelles sont ces caractéristiques? Tout d'abord, une forme ovalaire. Un noyau, c'est le point le plus important morphologiquement chez les plasmocytes. Un noyau arrondi, situé en position excentrique, c'est-à-dire un peu loin du centre, avec une chromatine dispersée en grosses mottes à sa périphérie, c'est-à-dire comme le rayon d'euro. Et la taille des plasmocytes est plus grande que la taille des lymphocytes B. Les plasmocytes peuvent atteindre 15 micromètres de diamètre. Pour les lymphocytes B, la taille était aux alentours de 8, 12 et parfois les lymphocytes de grande taille rarement atteignent les 15 micromètres. Leur cytoplasme est basophile, occupé par un REG très développé et un volumineux appareil de Golgi. Donc, bien sûr, vu que ces cellules sont spécialisées dans la synthèse et l'élaboration des anticorps, les anticorps ce sont des protéines, donc possèdent un REG appareil de Golgi très développé, donc cytoplasme basophile. Les plasmocytes fabriquent les anticorps, ils ne se divisent pas et la plupart meurent en quelques jours. Même les monocytes ne se multiplient pas. Donc, et les macrophages, après on verra. Donc, pardon. Les lymphocytes se multiplient, mais les plasmocytes, les mastocytes, les macrophages ne se multiplient pas. Même les granulocytes ne se multiplient pas. Dans ce chapitre, les lymphocytes qui se multiplient. Maintenant, les macrophages. Après leur passage dans les tissus, exemple tissus conjonctifs lâches, les monocytes se différencient en macrophages. La taille des macrophages est plus grande que celle des monocytes, la taille est 2 à 3 fois plus importante. Leur cytoplasme est faiblement acidophile, faiblement éosinophile. Ils présentent des vacuoles et des lysosomes. Les vacuoles et les lysosomes contiennent des enzymes de dégradation et des substances toxiques pour tuer les bactéries et les agents étrangers. Possèdent encore au niveau de leur membrane cytoplasmique des expansions qui forment des véritables pseudopodes, des faux pieds pour le déplacement. Encore possèdent un cytosquelette très développé. Le cytosquelette, c'est lui qui forme les pseudopodes et responsables de la motilité encore. Les macrophages sont impliqués dans tous les grands mécanismes de défense de l'organisme contre les agents étrangers. Exemple, ils peuvent agir par phagocytose, peuvent agir directement dans la phagocytose non spécifique ou même parfois spécifique par l'intervention parfois des antigènes. Sécrétion des intervention des anticorps. Encore par sécrétion de substances toxiques pour tuer les bactéries ou bien les microbes qui se trouvent à côté des macrophages. Et encore par déclenchement d'une réaction immunitaire. Les macrophages sécrètent des interleukines pour stimuler autres cellules immunes. Donc pour la phagocytose, tout simplement les macrophages assurent phagocytose non spécifique en agissant directement contre les microbes sans intervention des anticorps et parfois peuvent agir en présence des anticorps. Finalement, pour les macrophages, on distingue deux catégories de macrophages. Les macrophages recrutés, c'est-à-dire qui viennent dans un tissu à l'occasion d'une lésion ou d'une réaction immunologique locale.
Et encore, les macrophages présents d'une façon permanente dans certains tissus. Donc, à l'état normal, on trouve des macrophages dans les tissus dans notre organisme. Mais en cas d'infection, le nombre des macrophages augmente. Donc, les nouveaux macrophages, les macrophages recrutés arrivent lors de lésions ou lors d'infections.